Voix du silence, 4e édition. Psychologue, réceptacle pour dépressifs? Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition des Voix du Silence, une édition dont j'avais parlé 2 épisodes plus tôt. Je vais laisser mon invité se présenter. Donc je m'appelle Nadia et je suis psychologue et je bosse dans plusieurs structures dont Passmirail. D'accord. Et ça te fait quel âge, Nadia? Alors Nadia, elle a 52 ans. Ça va aller avec l'âge? Ça va aller avec l'âge. Pas trop de difficultés à assumer. Aucune. Ouais, j'en suis pas sûr. Donc du coup, ça fait combien de temps que tu es psychologue? Donc je suis psychologue depuis 1993. Ah ouais, ça va. Mm. Ça fait 26 ans, un truc comme ça. Ok. Du coup, comment ça t'est venu? Alors j'ai eu envie d'être psychologue quand j'étais toute petite. D'accord. 12 ans. D'accord, un petit rêve d'enfant donc. Un rêve d'enfant réalisé. Waouh, c'est si beau. Et tu as fait quelles études? Donc un bac B. D'accord. Parce que pas très brillante à l'école, donc c'était un bac où on n'a pas besoin d'être ni littéraire ni scientifique. D'accord, c'était le juste milieu. Voilà, bac économique, bac ES maintenant. Et après fac de psycho, D'accord. donc c'est bac plus 5. D'accord, bac plus 1. Ah ça va, un master. Un DESS de psychopathologie et clinique. Waouh, ça pète. Et c'est 5 ans. D'accord, ok. De licence, maîtrise, DESS à l'époque. D'accord. Maintenant c'est master 1, master 2. D'accord. Et tu distinguerais comment le psychologue du psychanalyste et du psychiatre? Alors, psychologue, psychiatre, c'est assez facile pour moi parce que c'est le psychologue, clinicien. Parce qu'après, il y a psychologue du travail, psychologue de l'enfance, enfin bon, donc psychopatho et clinique, ce que j'ai fait. Donc c'est un bac et 5 ans à la fac, donc DEUG, licence maîtrise DESS, et un psychiatre, si on en reste juste au diplôme psychologue, psychiatre. Un psychiatre, c'est un médecin qui a fait après une spécialité psychiatrie, donc c'est un bac plus je sais pas combien. Ça varie, 8, voilà. Ça peut varier entre 8 et 13. 13 ou je sais pas. Ouais. Voilà. D'accord. Et Voilà, donc la grande différence pour moi, bon, il y a la longueur des études bien sûr, et puis le psychiatre, donc il est médecin, il prescrit. Et il prescrit, il fait des ordonnances. D'accord. Et le psychanalyste, le psychologue, non. Oui, d'accord. Voilà. Oui, et après, la différence avec le psychanalyste, pour moi, peut être psychanalyste toute personne. Et ça n'a rien à voir avec un bac plus 2, bac plus 5, bac plus 13, enfin ça n'a rien à voir avec les études. Puisque normalement, pour moi, si je comprends bien, un psychanalyste, c'est quelqu'un qui lui-même a fait un travail analytique, enfin un travail thérapeutique, un travail analytique, et ensuite qui s'est inscrit dans un cursus des écoles analytiques et qui a fait une analyse didactique. Enfin, c'est quand même un parcours assez balisé, mais qui n'a rien à voir avec la profession de départ. D'accord. C'est un intérêt pour la vie intérieure, et là, ça peut... c'est pas une profession protégée en France, le psychanalyste? Non, le psychanalyste, non. On peut mettre une plaque, toute personne qui a fait un travail analytique, travaille sur lui. D'accord, donc c'est très intéressant ça. Après, dans les psychanalystes, il y a beaucoup de psychiatres psychanalystes, et puis ensuite il y a beaucoup de psychologues psychanalystes, mais il peut y avoir d'autres... Ouais, parce que c'est drôle parce que tu parlais de psychiatre, psychanalyste, et j'ai cru comprendre qu'il y avait une porosité entre la psychiatrie et la psychanalyse, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre en me renseignant de mon côté, truc que je savais pas, c'est-à-dire que pour moi c'était des choses séparées quoi. Et bon, donc du coup on va passer un peu à la suite. Là c'est le moment où je présente le titre. Alors j'ai titré cette émission, comme tu le sais, je te l'avais dit les fois précédentes, j'ai titré cette émission Psychologue, réceptacle pour dépressifs.
Donc oui, là on y est, là on est dans... J'ai grossi le trait volontairement, hein, comme toujours. Bon, déjà, tu vis comment, toi, cette impression que, on va voir un psy uniquement quand ça va pas, quand on va mal, et que, en gros, les psys, c'est des espèces de... Oui, ce que je disais, hein, des espèces de réceptacles de souffrance des gens, en fait. Tu vis comment, toi, ce cliché, en fait? Mais je le vis comment par rapport à qui? Par Ben, rapport à quoi? qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'évoque, cette idée de réceptacle pour dépressif? Ce cliché selon lequel on va uniquement voir un psy quand ça va mal. Est-ce que c'est une idée reçue déjà? Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Bon, moi, je suis pas installée, Mhm. j'ai pas de cabinet, D'accord. donc j'imagine, Mhm. mais bon, voilà, c'est Mhm. le genre de représentation, D'accord. que en privé, quand tu as un cabinet, tu peux avoir un peu tout type de personnes Mhm. qui viennent consulter. Mhm. J'ai tendance à penser qu'en général, c'est quand les gens vont pas très bien Oui. qui s'adressent à un psy, que ce soit un psychologue, un Mhm. psychiatre, un psychanalyste, Mhm. après pour des raisons différentes. Ouais. Mais je peux imaginer aussi qu'il y ait des gens qui soient dans une curiosité, D'accord. avoir envie d'explorer leur monde interne, bon voilà, qui ne D'accord. sont pas forcément au fond du trou. Je me Mhm. dis, il y a peut-être des gens, comme je sais que par exemple il existe des cabinets de philosophie, on n'est pas beaucoup mais ça existe. Je savais On pas, peut tiens. aller voir un philosophe avec un sujet, la mort, l'amour, enfin bon, et en une Curieux, séance, en 3 séances, en 10 séances. Ouais. Bon, je me dis, il y a peut-être des gens qui sont comme ça, curieux, bon, pas en une séance ou 2 séances ou 10, mais enfin, on n'est pas dans le domaine du comportementalisme, Oui. donc si on est dans le domaine analytique, Mhm. le cadre il est Introspectif. fixé par celui qui reçoit, Mhm. Ouais. donc j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent avoir cette curiosité-là. Mais moi, comme je bosse en institution, donc je ne rencontre que des gens qui sont en souffrance ou en difficulté. D'accord. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc ouais, c'est important de le noter. Du coup, oui. On va un peu contextualiser, mais comme beaucoup de gens le savent, de près ou de loin, la France est en deuxième place concernant la consommation européenne des anxiolytiques. Et est-ce que ce contexte paraît pas être du pain béni aussi bien pour les psychologues, hein, mais pour les psys en général en fait? Est-ce que ça paraît pas être du pain béni pour eux en matière de gens qui vont les voir en fait, de nombre de gens qui vont les voir? Enfin, là je me fais l'avocat du diable, hein, Donc, volontairement. comment ça, du pain béni? Bah, du pain béni parce que du coup il y a plein de gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'aide concernant leur souffrance psychique, et elle n'a jamais été aussi élevée dans les pays développés, que ce soit la France, hein, on pourrait parler de la Scandinavie, on pourrait parler de l'Angleterre, on pourrait parler des États-Unis, enfin voilà, bref, toute une histoire. Enfin voilà, est-ce que c'est pas un peu, comment dire, l'opportunité ultime pour les psys de faire leur blé, pour dire les choses vulgairement? Bah, moi, ce que je pense, je ne sais pas si je vais répondre à ta question en fait, parce que ce que je pense par rapport aux médicaments, Ouais. donc je sais qu'on est un pays où il y a une grande consommation d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. Mhm. Les gens, ils vont pas très bien. Bon, ça j'en sais rien, enfin par rapport à avant, tout ça, enfin, Oui, ça oui. j'en sais rien. En tout cas, cette consommation là, je sais qu'elle existe. Après, moi, les jeunes que je rencontre, enfin, je peux parler que de ça, quoi, hein. Ouais. Les jeunes que je rencontre qui ont des traitements, souvent c'est quand même un point difficile. Ouais. Parce que ils ont l'impression d'abord que ça les change terriblement. Mhm. Il y a la crainte de la dépendance. Mhm. Enfin, il y a plein de raisons XY, c'est quelque chose d'extérieur à soi, tout ça, qui font qu'il y a des réticences. Mais moi, je suis vachement claire par rapport à ça, c'est que je pense que il y a beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens qui utilisent l'alcool, Ouais. la drogue, Le enfin tabac. drogue douce ou drogue dure, Oui. le sport à outrance, enfin bon, plein Mhm. qui ont plein de conduites ou plein d'utilisations, qui Excessive. viennent camoufler des angoisses ou des états dépressifs. D'accord. Donc moi j'aime autant, mais c'est ce que j'explique quand je rencontre un jeune qui est mal par rapport à une prescription de traitement. D'accord. Je trouve que c'est quand même mieux, il y a moins d'effets secondaires, ou en tout cas on peut les contrôler Mhm. avec des antidépresseurs ou des anxiolytiques, que de toute façon la dépendance, moi je crois qu'on est toujours dépendants et tous à quelque chose. On a tous des addictions, ouais. Bon, voilà. Mm. Donc, par rapport à cette question, pour moi, quelqu'un qui a mal au cœur, il va voir le cardiologue, il lui dit il faut qu'à vie vous preniez un anticoagulant.
Quelqu'un qui a mal à l'âme, qui a mal au cœur, qui souffre, on lui dit tu prends des anxiolytiques, des antidépresseurs. Pour moi, il n'y a pas de... Je fais pas de hiérarchie. D'accord. Mais par contre, il y a des choses à traiter, oui, quand même. Enfin, c'est pas anodin non plus. D'accord, donc tu évoques l'addiction à l'alcool, à la drogue et au tabac, enfin au tabac sous-entendu. Tabac, sport, voilà, etc. boulot. C'est un axe de travail récurrent dans dans ta vie professionnelle? De quoi? De rencontrer des jeunes qui ont des addictions à l'alcool, au tabac, à la drogue? Non, moi je travaille dans 4 endroits. D'accord. Donc et je rencontre des personnes de 2 ans à 25 ans. D'accord. Non, même plus que ce que je D'accord, dis, ouais. de 2 ans à 60 ans. Ah ouais, Parce que je bosse dans 4 endroits très différents. ok. Donc du coup, Une grosse variété de profils. Les plus petits, non, je suis pas confrontée au problème d'alcool et de drogue. Mais D'accord. par contre, à D'accord, partir non, de c'est 15 parce que voilà, tu évoquais ça, je me demandais. Non, non. D'accord, ok, donc du coup, tu travailles en institution, donc on va se concentrer là-dessus, parce que du coup, le libéral, ça n'a rien à voir, toi tu ne bosses pas en libéral. Voilà, toi tu le perçois comment le rapport à l'argent dans le monde, dans le libéral en fait, le fait que des gens se retrouvent en moyenne à dépenser en moyenne 50 € la séance pour se soigner quoi en quelque sorte. Tu le perçois comment toi ça? Bah là c'est pareil, hein. De toute façon il y a des différences, c'est-à-dire que si, déjà si tu vas voir un psychiatre Ouais. pour faire un travail thérapeutique ou analytique, si tu vas voir un psychologue pour le même type de travail, ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça c'est pas un diplôme qui te permet d'être thérapeute ou analyste. C'est un travail que tu as fait sur toi normalement. D'accord. Et un parcours. Ce n'est pas reconnu par l'État donc. Voilà. Mais par contre, pour le patient, on va dire, enfin pour la personne qui va voir l'analyser, le patient comme tu voudras, qui va voir quelqu'un, s'il va voir un psychologue qui est thérapeute ou analyste, donc pour faire soit des entretiens thérapeutiques, soit une psychothérapie, soit une analyse, il y a plein de possibles. Et après, maintenant il y a les comportementalistes aussi, donc enfin bon bref. Mais si tu vas voir un psychologue, dans la mesure où il n'est pas médecin, il prescrit pas, il fait pas de feuilles, déjà tu n'es pas remboursé. Ouais. Donc c'est entre 40 à je sais pas combien la séance, ça dépend des gens. Ouais. Toi tu me dis 50. Bon, 50 en moyenne parce que voilà. j'ai, en tout cas sur Bordeaux, sur Bordeaux. En sachant que tu peux y aller 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois, ça dépend de la gravité ou du travail qui est engagé. Et que souvent quand même les professionnels tiennent compte des revenus des gens qui viennent les voir. D'accord. Généralement. Enfin, moi j'ai toujours soit été confrontée à ça, soit entendu dans mon entourage ça. Bon, ça c'est pour les psychologues, donc ça veut dire que la personne qui va voir un psychologue n'est pas remboursée. D'accord. Après, si tu vas voir un psychiatre pour faire une analyse ou une thérapie ou un accompagnement, enfin bon bref, mais mettons si tu fais une analyse à 3 fois par semaine chez un psychiatre, tu as des psychiatres très orthodoxes, pur et dur, qui vont dire il faut que ça coûte et je ne ferai pas de feuilles, enfin ça fait partie du contrat, du cadre posé avec le patient. Soit tu tombes sur des psychiatres, psychanalystes qui ont quand même la possibilité de faire des feuilles et il y a des arrangements possibles. D'accord. En fonction de la structure de personnalité, en fonction des revenus, en fonction de plein de choses. Donc tu peux aussi très bien, à un moment de ta vie, si tu n'as pas d'argent, décider et que tu as besoin de faire un travail sur toi, décider d'aller voir un psychiatre pour faire un travail thérapeutique et ce psychiatre entendre ce que tu dis et être d'accord pour faire des feuilles pour 2 séances par semaine. Et donc dans ces cas-là, la personne ne paie pas. D'accord. Voilà. Ok, donc ça c'est varie. vraiment au cas par cas. Ok, d'accord. Au cas par cas dans les deux sens. Dans les deux sens. Ouais. Pour moi, un travail analytique ou thérapeutique ou une rencontre, c'est une rencontre entre 2 personnes. D'accord, ok. Je voulais évoquer le sujet un peu principal parce que le titre, encore une fois, je le rappelle, c'est Psychologue réceptacle pour dépressifs. Au vu de certaines polémiques que j'ai pu évoquer avec Émilie dans la 2e émission des Voix du Silence, notamment les polémiques anti-vax, tu vois par exemple. Non, c'est quoi? Anti-vaccin. Oui, pardon, excuse-moi. Les polémiques anti-vaccins. Les polémiques anti-vaccins, les retours de rougeole, etc. Dans les maternelles. Et à côté, plein d'autres scandales pharmaceutiques. Oui.
le plus célèbre étant le Mediator dans les années 2010. Voilà. Est-ce que, enfin, bon déjà, est-ce que, parce que moi c'est une impression que j'ai, mais est-ce que t'as pas l'impression qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a eu une rupture de confiance entre le soignant et le soigné en général, dans le monde de la santé, hein, global? C'est une question, oui, très vaste, mais est-ce que t'as pas cette impression-là, avec tous les scandales et les polémiques qui se succèdent? Moi, je pense qu'il y a un problème dans la société, c'est même pas au niveau de la santé. Mhm. Je pense que, enfin, sans faire avant c'était bien et maintenant c'est nul. Mhm. Je pense qu'on est dans une société un peu paranoïde, quoi. Enfin, où il y a beaucoup de procès, Oui. un D'accord. manque d'humanisme, donc une perte de confiance. Bah, il y a Enfin, aussi, voilà, moi, il y a aussi des choses, moi c'est ce qu'on évoquait avec Émilie dans la deuxième émission, c'est aussi des simples signes, hein, comme la disparition progressive des médecins de campagne, par exemple, le délaissement des campagnes en général, et aussi le fait qu'on en discutait avec Émilie, le fait que quand on va voir un médecin généraliste aujourd'hui en ville, tu lui dis pourquoi t'es là, en 5-10 minutes l'affaire est pliée. il faut changer de médecin. Non, mais c'est un truc, parce que c'est un truc qu'on a vraiment partagé avec Émilie. On n'a pas le même médecin du tout, et c'est un truc qu'elle aussi remarqué. Et c'est un truc aussi qui s'est prolongé dans une vidéo que j'ai regardée, que je recommande à nouveau, d'une chaîne qui s'appelle Kurzgesagt, qui est une vidéo sur l'homéopathie, qui fait 7 minutes, donc très rapide à regarder, sous-titré en français, donc voilà, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de pas aller la voir, qui explique à un moment dans la vidéo que de nos jours, les médecins généralistes, les médecins en général, prennent de moins en moins de temps avec leurs patients. Pour des raisons techniques, hein, évidemment, le fait que les salles d'attente se remplissent, etc., et qu'il y a du monde qui attend, et que en conséquence, les gens se tournent de plus en plus vers les médecines alternatives. Voilà. L'homéopathie en fait partie. Et le narrateur explique dans la vidéo que ça, c'est dû au fait que, même si beaucoup de gens critiquent l'effet placebo, enfin voilà, beaucoup de gens critiquent l'effet placebo, le fait que la personne ait une discussion chaleureuse avec le soignant, qui est l'homéopathe dans notre cas, cette vidéo notait en fait le fait que les gens se sentaient mieux en fait, non pas parce qu'ils avaient eu un bon médicament, etc., mais psychologiquement ils se sentaient mieux parce qu'ils avaient eu un rapport chaleureux avec le soignant. Et c'est un truc que, en tout cas dans la médecine conventionnelle, on voit de moins en moins. En tout cas, c'est une impression de beaucoup de chercheurs et de beaucoup de gens qui étudient la question. Et on en explique d'autant mieux pourquoi, grâce à ça, enfin à cause de ça, plutôt, les gens se tournent de plus en plus vers les médecines alternatives, naturopathes, magnétiseurs, homéopathes, etc. J'en passe des meilleurs. Voilà. Et du coup, moi elle vient de là, en fait, cette impression de rupture de la confiance entre le soignant et le soigné. Elle vient du fait que, d'un côté, il n'y a pas seulement l'histoire des lobbies pharmaceutiques, qui revient très souvent sur la table, mais aussi l'impression que on est un patient parmi tant d'autres, en fait. Est-ce que ça, t'arrives à le concevoir déjà, ça? Alors moi je conçois, à partir de ce que tu viens de dire, moi je sais qu'on est un patient parmi tant d'autres, donc déjà ça, ça pose aucun souci. Ouais. En revanche, j'ai un médecin qui prend son temps, et un médecin qui m'en saurait 2 secondes, mais moi je change de médecin. D'accord. Bon. Et après, la question, serrer la main, prendre du temps, parler, écouter, il y a déjà 60 ou je sais pas combien, 75% du travail qui est fait. 75% du travail qui est fait, je le partage, c'est évident. Bon, ça c'est sûr. Plein de fois, moi, je suis arrivée avec des douleurs, des machins, je reste une demi-heure chez le médecin et j'arrive à la pharmacie, je suis déjà beaucoup mieux. Enfin, je pense que je suis pas un cas à part. Mais après, toutes ces croyances, homéopathie, Magnétiseur, naturopathie, hypnose, on pourrait mettre, même si c'est pas tout à fait pareil, mais enfin bon, bref, moi je pense que ça va aussi avec ce dont on parlait tout à l'heure un peu, hein, ça serait long à expliquer, mais cette société où il y a beaucoup de méfiance, de crainte, qui est plutôt dans un versant paranoïde, dans ce que je disais. Je pense aussi en crise et en quête de réponses. C'est quasi mystique par moment. Ouais. On n'est pas loin de croyances. Ouais. On pourrait aussi parler de la solitude. Ça c'est un truc, c'est un sujet de plus en plus récurrent ça, dans les sociétés modernes.
la solitude de plus en plus croissante. Les gens utilisent toujours d'ailleurs cette image, moi que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été autant hyper connecté avec les nouvelles technologies, mais on n'a jamais été aussi seul en comparaison. C'est ça qui est rigolo et d'où l'importance du contact chaleureux. Oui, parce que dans toutes les disciplines que tu viens d'énumérer, il y a quand même le corps qui existe. Ouais. Enfin, donc le toucher. Ouais. Et peut-être qu'en effet, bah oui, si tu fais un lien avec hyper connecté, solitude, mais donc des machines et moins d'humains, enfin, c'est ce que je te disais au départ, c'est-à-dire moins d'humanité, moins d'humanisme. L'isolement, la solitude, on y revient, enfin, c'est un peu une boucle. C'est un peu une boucle. Mais du coup, toi tu verrais comment en fait? Parce que toi tu as la chance d'avoir un médecin qui prend le temps. Enfin, j'ai choisi, j'ai pas la chance. Hein. Oui, non mais tu as la chance d'être tombé sur un médecin. Et je suis pas tombée, c'est-à-dire que oui, j'ai trouvé un médecin, il se trouve que ce médecin, il me convient parce que j'ai pas l'impression qu'il fait son boulot à la chaîne et que le sujet existe. Oui. Voilà. Maintenant, je sais très bien qu'il y a des médecins qui n'ont pas le temps ou qui ne prennent pas le temps ou qui sont pris par d'autres choses que le sujet. Et ce que je disais, dans ces cas-là, on peut toujours changer de médecin. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est pas une chance, c'est aussi, on est actif quoi. Hein. Ouais. Chacun les uns les autres. D'accord, oui, donc en fait cet effacement, en fait, cette espèce de déshumanisation que nous sommes en train de décrire, tu en ferais un des motifs principaux en fait de cette méfiance ambiante qui existe dans la société, pas seulement entre les soignants et les soignés, mais entre les gens en général en fait. Tu perçois une certaine déshumanisation? Je sais pas, moi par rapport aux questions que tu viens de me poser. L'hyperconnexion. C'est ce que je dirais, maintenant. Après, il doit y avoir d'autres raisons aussi. D'accord, non, c'est intéressant, c'est un axe de réflexion intéressant, j'y avais pas pensé. Tiens. Voilà, c'est tout. Il doit y avoir d'autres raisons, c'est toujours multifactoriel. C'est évidemment, bien sûr. Donc du coup, j'ai cru comprendre que toi tu voyais un psy aussi? Il y a longtemps. Ah, il y a longtemps, tu as arrêté. D'accord. Tu as arrêté parce que tu estimais que tu n'en avais plus besoin? Je pensais que ça pouvait aller comme ça, que je pouvais me débrouiller toute seule. Après, donc je disais donc que j'ai 52 ans. Donc la vie n'est pas linéaire. Donc je suis allée voir des psys. D'accord. Ça a travaillé sur moi à plusieurs reprises dans ma vie. Certains, ça a duré une tranche, 2, puis j'ai arrêté. Puis ça allait moins bien, j'ai repris. Et puis voilà, et puis ça aussi, comme tout le monde. D'accord. Tu le vis comme les gens lambda en fait, toi, quand tu vas voir un psy? Parfait, comme les gens lambda, exactement. D'accord. Non, parce que c'est rigolo. Moi, je me disais peut-être qu'il y avait un regard professionnel du coup qui venait s'interposer. Il y a forcément oui. C'est-à-dire que la souffrance, c'est la même pour tout le monde. Hein. D'accord. Il y a peut-être, on est à peu près égaux là tous. D'accord, ok. Non, c'est rigolo. Par contre, ce qui est différent, c'est sûr, c'est que j'ai quelques repères qui font que je vais peut-être pas accepter certaines situations, certains cadres. Certains champs lexicaux, par exemple? Ah oui, bah ça c'est sûr. Je vais pas aller voir un psy, je vais pas prendre un psy au hasard sur l'annuaire, ça c'est clair. Et je recommande à personne de faire comme ça. Après, non, mais c'est même sur la définition du cadre des rencontres. D'accord. Donc oui, là je suis comme tout le monde et pas comme tout le monde. Enfin, il y a des choses qui feront que comme avec un généraliste, si ça me convient pas, je vais pas rester. D'accord, ok. Mais par contre, après je suis comme tout le monde. Si je trouve un cadre qui me convient et puis une personne qui me convient, puisque c'est une relation à deux, et ben, je me plie à ce qui est proposé et j'essaye de faire le travail comme tout le monde. Ok. Mais du coup, tout à l'heure j'abordais la question pécuniaire. Ça paie bien, psychologue en tout cas en institution? Moi je trouve. Enfin, je crois que c'est. Moi, au bout de 25-26 ans de. Ouais. Ça fait 25 ans ou 26 ans que je travaille? 26 ans, ouais. 26 ans. Ouais. Je crois pouvoir te dire que c'est à peu près 25 € net de l'heure. D'accord. Sachant que tu as combien de séances par semaine, ça varie? Ah non, mais de toute façon, moi je suis pas installée. D'accord. Donc je bosse dans des institutions et ces institutions me versent un salaire. Donc je suis salariée. Donc quand je te dis 25 € net de l'heure,
Mhm. Tu calcules si c'est à mi-temps, à plein temps, enfin bon, sachant que les D'accord. psychologues, pour avoir un plein temps, il faut bosser dans plusieurs endroits. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, sans aller dans des estimations financièrement, tu es stable? Ah oui, oui, bien sûr. D'accord. J'ai pas de précarité, moi. Non, non. D'accord. Je suis embauchée par des institutions, je suis salariée, D'accord. semi-fonctionnaire, Ok. fonctionnaire, enfin. Oui, ouais, Enfin, c'est-à-dire. c'est-à-dire, c'est des associations, D'accord. et après, l'État donne un peu d'argent dans les institutions où je travaille. Enfin, bon, c'est pas vraiment mon fort, enfin, en général, mais enfin, je Ok. gagne correctement ma vie. Ok, Et je suis d'accord. pas dans la précarité D'accord. sociale. C'est bon à savoir. Donc du coup, est-ce que tu t'autorises du coup à ta façon, parce qu'on est dans la question thérapeutique, on est dans la question des psys, etc. Donc du coup, tu t'autorises à faire des voyages, des trucs comme ça? Eh ben, un peu, mon neveu. J'espère bien. Ouais. Non, mais bien sûr. Enfin, je m'autorise. Ben, ça dépend comme tout le monde, quoi, Oui. de l'état de mes finances. Ouais. Donc, c'est pas parce que je suis psy que j'ai pas de soucis financiers. Non, 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 bien Et sûr. après, bah oui, je suis comme, enfin, je veux dire, j'aimerais bien. Enfin, en vieillissant, j'ai moins envie de voyager que quand j'étais jeune, parce que Mhm. je peux voyager chez moi. Mhm. Voilà. Alors que plus jeune, il fallait que je passe des frontières, que D'accord. j'entende parler une autre langue. Bon, mais Mhm. j'aime beaucoup ça, oui. Mais je le D'accord. fais moins qu'avant. Ok, d'accord. Est-ce que tu y vois une dimension thérapeutique dans le voyage? Quelque chose Oui, qui... oui, 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 Ouais. oui. Mais je t'ai dit, le voyage, avant c'était vraiment dans l'espace, Mhm. enfin géographique, quoi. Ouais. Donc j'avais besoin de partir un peu loin, d'entendre une autre langue, de voir d'autres physiques, de sentir d'autres odeurs, une autre culture. Enfin, j'avais vraiment besoin d'un autre bain, Ok. comme ça, bon, voilà. Et maintenant, je peux faire de très beaux voyages avec une expo, avec un D'accord. bouquin, en écoutant un disque, D'accord. en marchant sur la plage. Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est poétique. Et, Adieu à la poète. Donc du coup, oui, la question qui me venait à l'esprit, oui. C'était... Le truc, c'est que dans la tête des gens, vu que, comme je le disais, qu'on allait voir un psy pour une certaine souffrance, il y a beaucoup de gens qui confondent psy et guérisseur. ah bon, Oui, parmi les patients, je veux dire. Parmi les gens qui vont voir des psys, il y a beaucoup de gens qui se disent je vais voir un psy, j'irai mieux. pour guérir. Ouais, voilà. Et le truc, c'est que on n'est pas là pour parler de moi, ça c'est ce que je dis toujours dans toutes les émissions, mais on n'est pas là pour parler de moi, mais Mais tu parles forcément de toi quand tu fais déjà cette émission. oui, bien sûr. Donc voilà, soyons honnêtes. Mais du coup, moi, j'ai dû faire un travail sur moi-même personnellement pour déconnecter l'image du guérisseur et du psy, parce que quand tu es dans l'urgence du je vais mal, que tu as une activité, moi c'était le lycée, à l'époque où je commençais à avoir une psychologue, c'était le lycée, et que tu veux pas être perturbé dans ton rythme, ou que tu as un job où je sais pas, tu es dans un club, etc., tu as une activité quotidienne, t'attends juste la guérison quasiment instantanée, quoi. Et du coup, tout le travail sur toi-même que tu dois faire pour essayer de te dire, bah non, la souffrance psychique c'est un peu plus complexe qu'une guérison instantanée, quoi. Du coup, est-ce que tu arrives toi à faire entendre à tes patients qu'il va falloir faire un travail mutuel en fait, que ça va être un travail mutuel, que tu vas travailler avec ton patient mais que lui aussi va travailler avec toi? Est-ce que tu arrives à leur faire entendre ça à tes patients? Je sais pas si j'arrive à leur faire entendre, mais en tout cas, moi, je l'ai en tête, quoi. Enfin, moi, d'abord, enfin, je pense pas que j'emploie ce mot de guérir, quoi. Ouais, ouais, parce qu'il est trop fort. Non, mais je le pense même pas, quoi. Oui, Enfin, non seulement je l'emploie pas, mais en plus, je le pense pas, quoi. Mm. Ça fait pas partie d'accord, de mon schème d'accord, de pensée. ok, d'accord. Donc du coup, oui, non parce que j'aime bien dire très souvent que quand on commence à passer un peu dans le monde médical pour des raisons psychiques, ça implique de vivre dans un autre espace-temps. Pourquoi je dis ça? Parce que l'espace-temps habituel, commun dans la société, c'est celui du marché du travail. Mhm. Voilà. Enfin, le marché du travail qui est en continuité avec la scolarité en général, aujourd'hui de nos jours. Voilà, les gens ne conçoivent plus aujourd'hui l'idée qu'on puisse aller à l'école uniquement pour apprendre et pas pour trouver un boulot après. Non, maintenant c'est conjoint, depuis bien longtemps déjà. Donc du coup, quand j'explique aux gens que ça implique de vivre dans notre espace-temps, c'est rigolo parce qu'on me traite comme une espèce de chanceux, parce que moi j'ai l'allocation adulte handicapé,
Parce que moi j'ai arrêté de postuler pour les facs, etc. Moi j'ai arrêté d'avoir l'idée de postuler pour un job, etc. Que ce soit faire une formation ou choper un diplôme. Bon, ça veut pas dire que j'ai totalement rejeté l'idée de faire des formations, je vais en faire une prochainement d'ailleurs, mais enfin bref, ça me regarde. Bon, enfin voilà, est-ce que ça, toi, vu que tu as vu des psys dans ta vie personnelle, tu l'as ressenti, ça, cette impression qu'il fallait se décaler par rapport aux autres dès le moment où tu commençais à avoir des psys? Psychologiquement, tu vois, qu'il fallait se décaler par rapport aux autres, pendant que les autres étaient en train de, je sais pas, de finir leurs études, de chercher un boulot, faire leur boulot, etc. Est-ce que tu as ressenti ça, Bon, ce ralentissement? moi, j'ai pas du tout ressenti de la même façon que toi, parce que là, ce que tu es en train de décrire, si je comprends bien, c'est que il y a du renoncement et de la liberté de ta part, enfin, par rapport à tout ce que tu viens de dire. Bon, moi, j'ai pas été dans ces positions-là. Enfin, la quête de liberté, on l'a tous, hein, mais, et puis ça a un prix. Enfin, c'est une banalité que je veux dire, mais c'est bien de le répéter. Mais après, des renoncements, on en fait tous. Les tiens sont différents des miens. Bien sûr, voilà. je m'en doute. Moi, pour moi, t'as dit... Est-ce que ça a été sacrificiel Non, pour toi? mais l'idée, c'est quand même que... Enfin, j'ai la chance parce que c'est un métier que j'ai choisi, que j'aime, même si c'est pas toujours... Enfin, je suis comme tout le monde, des fois j'en ai ras-le-bol aussi, comme tout le monde. Mais c'est quand même un métier que j'aime et c'est presque politique, quoi. Enfin, j'ai des convictions. Enfin, d'accord, ça c'est intéressant, on va en parler ça après. Et donc, c'est déjà, dans ma vie professionnelle, un endroit où j'essaie de faire un pas de côté, toujours. Et donc, après, dans ma vie privée, j'essaye de faire des pas de côté, j'y arrive pas toujours. Et quand j'allais voir quelqu'un, c'était une façon de faire un pas de côté, quoi. D'accord. Enfin, voilà. Donc tu confirmes qu'il faut un peu s'arrêter, quoi, qu'on va avoir un psy sur le plan, on va dire, socio-professionnel. Ouais. Ouais, parce que ça, c'est un truc que les gens ont du mal à entendre. Ça, c'est quand j'explique aux gens que c'est important d'aller voir un psy, même qu'on n'est pas forcément en souffrance, quoi. Les gens ont du mal à le concevoir parce qu'on vit dans une société. Les gens le répètent tellement que le temps c'est de l'argent, que c'est devenu une religion, quoi, quasiment. Après, on n'est pas obligé d'aller voir un psy pour s'arrêter, hein. Non. Je veux dire, il y a plein de façons de faire des pas de côté. Non, mais ça implique une certaine forme d'introspection, donc une certaine forme d'arrêt dans tous les cas. Oui. Mais il peut y avoir, il y a des gens, ils vont trouver ça dans les arts martiaux. Oui. Tu peux, enfin, ou dans le sport même. D'autres, ça va être la marche. D'autres, ça va être l'art, enfin, la peinture, la musique, la lecture pour certains. Enfin, donc chacun s'arrête un peu pour être moins dans l'action et dans le mouvement et pas être dans la pensée, quoi. Oui, bien sûr. Après, ce qui est important dans tout ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye un peu de travailler en ce qui me concerne, c'est de faire toutes ces activités que tu viens de citer, non pas dans le but de rendre à nouveau compatible avec le marché du travail, mais avant tout pour se faire du bien. Parce que c'est un peu ça le problème. Et ça, c'est un truc que je percevais déjà tout jeune, en fait. Tu sais, moi, à l'école, quand on me disait bonnes vacances et que vous avez filé 4-5 devoirs, donc, dont 2 devoirs notés, voilà. Moi, je le percevais toujours comme un foutage de gueule. C'était quoi? Pour toi, c'était paradoxal. Ouais. Bonnes vacances et bonnes puis vacances. Vous avez 6 heures de boulot. C'est ça. C'est ça, exactement. Reposez-vous bien, ça j'adorais. Moi, je grinçais des dents systématiquement parce que moi, à la maison, systématiquement, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de me retrouver avec ma Game Boy. Et puis parce que pour moi, je séparais de manière radicale le monde de l'école et le monde de la famille, quoi. Mais du coup, moi, déjà jeune, je percevais déjà ça, tu sais, cette sensation que, en fait, on nous donne des vacances, non pas parce qu'on les a méritées, mais pour nous faire croire qu'on a le droit du temps libre. Mais du temps libre qui ne sera pas du temps libre pour nous faire du bien, mais à journée pour nous rendre encore plus performants d'ici la rentrée, quoi. Ah ouais, c'est comme ça que tu voyais les vacances. Ouais, c'est comme ça que j'ai fini Tu par... voyais les vacances quand il y avait des devoirs. Ouais, c'est ça. Et... Tu pouvais pas te dire, on bosse un peu moins parce que déjà on se lève moins tôt. C'est ça, non. On n'est pas obligé de se coucher plus tôt. Non. On va à notre rythme. Non, moi j'étais d'un naturel méfiant, en fait, c'est-à-dire que là, ce que je t'ai dit, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé récemment, mais émotionnellement, c'était comme ça que je le percevais. C'est que moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quoi. Puis on pouvait pas juste nous filer 2 semaines de vacances comme ça, etc. Juste parce qu'on les avait méritées, etc. Non, c'était parce que le but derrière était clairement, je pense, d'éviter une forme d'overdose, sans doute.
Je pense que les vacances scolaires servent à ça, aussi bien pour les profs que pour les élèves en fait, pour éviter l'overdose à l'école quoi. Sauf que moi en fait, l'overdose, j'essaie de la limiter en permanence. Moi en fait, faut savoir que, et c'est ça qui est rigolo, c'est que moi quand je rentrais systématiquement de l'école, je faisais tout pour plus y penser, pour plus y penser. Donc j'étais déjà dans une forme de vacances, quelque part. Et quand on me disait, bon, là t'es en vacances, j'avais une espèce de suspicion. Et j'ai l'impression que dans le monde du travail, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand mon papa est en congé, etc., mon papa s'arrête pas de travailler, parce que de toute façon, en ce qui concerne mon papa, il travaille au noir, il est mécano, il travaille au noir, donc il s'arrête pas de travailler, et il a encore le travail en tête. C'est-à-dire qu'on s'attend, à chaque fois qu'on nous file des vacances, on s'attend à ce qu'il y ait une espèce de déconnexion qui s'opère, c'est-à-dire qu'on dit, bon, ça y est, là c'est terminé, là je vais profiter. Mais non, parce que la proportion entre le nombre d'heures passées en activité et le nombre d'heures passées en vacances, fondamentalement étant inégale, psychologiquement, tu es encore, enfin ça te travaille encore, tu t'en rends Bon, compte. alors je vois ta question arriver. Ouais. C'est genre, est-ce que tu imagines que les psychologues, enfin, parce que moi je suis psychologue, donc je vais dire les psychologues, Ouais. quand ils sont en vacances, ils pensent tout le temps à leur boulot? Non, 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 c'est une analyse en général que je te présente, qui est la mienne, qui vaut Parce ce que qu'elle moi, quand vaut. je suis en vacances, je suis en vacances. Ouais. Donc en vacances, c'est-à-dire Ouais. vide. Oui, mais ça Non, mais d'ailleurs pas les gens ont vide oublié de l'étymologie penser. d'ailleurs, ouais, Pas vacances. vide de penser, Vacances. mais en tout cas, Tu arrives, toi ailleurs, tu arrives à, ailleurs. à opérer cette déconnexion. D'accord. Non, mais pour moi, c'est vital même. Oui. D'accord. Non, parce que c'est ce qu'on disait en fait sur les activités, etc. Parce que j'ai lu un livre tout récemment, il y a un mois et demi déjà, j'ai terminé la lecture d'un livre de François Bégodeau qui s'appelle Histoire de la bêtise aux éditions Pauvert, où il expliquait que est-ce que à un moment tu n'es pas, enfin, il s'adresse aux bourgeois, il utilise le tu pour s'adresser à un bourgeois fictif, et il utilise un tu en disant est-ce que tu es encore capable d'une vraie vacance. Mais moi, je m'y efforce. Ouais. Mais c'est vital, je veux dire, si j'ai pas des moments où. Non, c'est pas Où tu possible. tu te Oui. consacres à toi-même. Oui. Ouais. Parce qu'en fait tout ce qu'on est en train de dire, parce que voilà, pour histoire de resituer, ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps c'est de l'argent, etc., la vitesse de la société, l'exponentielle, qui fait que on est broyé quoi. Enfin je veux dire, moi quand je parle d'autres espaces-temps, c'est pas pour rien, j'emploie pas cette expression pour rien. Et du coup, oui, tu dis que c'est vital pour toi parce que toi tu l'aperçois, cette espèce de vitesse extrême Non, de la mais société. déjà, quand tu auras mon âge, tu l'apercevras un peu plus, un peu mieux. Ouais. Je l'apercevais sûrement pas à ton âge. Enfin, même pas sûrement pas, c'est certainement pas. Et après, ouais, bon, déjà, il y a le temps qui passe pour tout un chacun, le rapport qu'on a au temps, au vieillissement. Ouais. Puis voilà, chaque chose en son temps. Donc, moi, je n'ai plus envie de courir comme une dératée. Je n'ai plus envie de me forcer. Enfin, je parle dans le mot vacances. Il y a déjà, on a beaucoup de contraintes. Enfin, faut se lever, il faut aller travailler. Enfin, il faut. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. Moi, c'est pas il faut c'est comme ça justement. C'est que j'ai fait le choix de travailler. Peut-être le dire comme ça. J'ai fait le choix de travailler. Je fais un travail que j'aime, que j'ai choisi également. Mais après, j'ai besoin de. Alors, me ressourcer, c'est un mot. Oui, non, valise, mais c'est une jolie non, mais c'est expression. pas ça. Mais là, je vais à mon rythme. Quand j'avais 25 ans, je pouvais faire 40 milliards de trucs après. Maintenant, ce qui me fait du bien, c'est de rien faire. D'accord. Voilà. Et ce qui, de méditer en quelque sorte. Non, ouais, oui, de méditer, mais pas dans les centres zen, face à un mur et en me concentrant. Non, juste dans la contemplation. Ouais, je pense que je dois avoir quelque chose d'assez contemplatif, que j'avais jeune, mais qui se. Tu t'es assagi. Je me suis assagie, heureusement. J'ai pas assez D'accord. d'énergie, j'ai plus la même énergie.
Non, mais par exemple, pour te répondre, quoi, c'est quand tu disais comment on peut faire pour laisser de côté, parce que c'est vrai que Ouais, on est c'est une pris grosse question. par plein de choses. Un courant. Et ben, la nature, enfin, c'est aussi simple que ça. Hein. Mm. L'art, Ouais. pour moi, la nature, le silence, la solitude. Et quand la solitude est choisie, c'est absolument pas une souffrance. Non, effectivement, ouais. D'accord. Et donc du coup, tu parles de nature, mais ce qui est rigolo, c'est que la nature, on la voit de moins en moins dans les grandes villes. En tout cas, enfin, c'est une impression que j'ai, hein, je veux dire, après. Non, mais c'est pas dans les villes que je vois la nature. Ah oui. Même si on peut, il y a des parcs, mais c'est pas Non, la mais nature de l'aventure. c'est dans la continuité de la Voilà. vitesse extrême, quoi, de la société en Donc, général. quand je dis la nature, c'est... C'est aller dans la campagne. C'est aller dans la campagne, en montagne, à la mer, enfin bon, c'est la Faut passer le nature, permis. quoi. Voilà. Faut passer le permis. Parce que bon, en ville, c'est un peu compliqué. Ouais. Non, moi je parle d'endroits Ouais. où on peut vivre, puisque tu parlais de temps et d'espace, donc on peut vivre au rythme du soleil, donc se lever tôt, respirer, ouais. se coucher tôt, marcher, respirer, entendre des oiseaux, il en reste encore. Profitons-en. Voir des belles lumières, voilà, Ouais. des fleurs, des feuillages, les saisons, enfin c'est toutes ces choses-là. Non, parce que tout à l'heure tu voulais éviter de passer pour une passéiste de bas étage, mais moi j'aime bien dire aux gens qui commencent à me connaître que je suis un vieux dans le corps d'un jeune, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser. Et j'ai tendance à dire, de toute façon, moi j'ai un fantasme en matière de vie, moi c'est la campagne. Moi c'est la campagne, enfin, très clairement, je veux dire, j'ai été un jour chez un pote qui vivait en campagne. Psychologiquement c'est quelque chose, quoi. Ça fait un retournement, Après, t'as des gens qui supportent pas. Hein. Ah oui, je sais. T'as des gens qui supportent pas la campagne. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je parlais de passer le permis. Parce qu'il faut bien après se reconnecter avec la ville. Mais, enfin, je veux dire, est-ce que tu penses qu'il y a un lien finalement entre l'hyperurbanisation et l'explosion de la souffrance psychique? Bah, écoute, il y a pas longtemps, j'ai écouté, je t'ai engagé à le faire d'ailleurs, puisqu'il est décédé il y a peu de temps, Serre, Ouais. qui parlait de avant c'était mieux. Bon, lui, il démonte tout ça. Mhm. Pour lui, c'est vraiment des conneries de dire avant c'était mieux. Mhm. C'est la vie d'une personne. Mais bon. Mhm. Un monsieur de la campagne, Mhm. un grand philosophe pour moi. Mhm. Donc, Pour beaucoup de gens. voilà. Donc, si tu veux, je sais pas, les questions qui attendent des réponses, j'en ai. D'accord. Pas... Mais est-ce que c'est pas une impression que tu as parfois? C'est l'impression qu'il y aurait une espèce de corrélation entre hyperurbanisation et explosion de la dépression, par exemple. Non, je pense que dans les campagnes, ça peut être terrible aussi. Parce qu'il y a un délaissement aussi, les campagnes, non? Oui, mais enfin, je sais pas. Enfin, si tu veux, j'en sais rien. Je fais pas de. D'accord. Je pas... Non, mais parce que c'était juste une impression que j'avais, mais je voulais avoir ton avis. Je sais pas. D'accord, ok. Donc du coup, on va aborder un peu les questions un peu plus personnelles. Est-ce que tu te sens heureuse au quotidien? Et mais le bonheur, tu sais, c'est des tout petits moments. Ouais. D'accord, les petits moments du genre manger un bon plat. Mais je t'en ai parlé tout à l'heure, hein, Oui. c'est entendre le chant d'un oiseau, boire un café chaud à la bonne température, voilà. La frugalité, c'est ça? Terrasse, Tu es frugal? voir des belles choses, voilà. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est la frugalité. C'est des petits moments, des petits bonheurs. Ouais, c'est un joli mot d'ailleurs, frugalité. Voilà. Nadia, frugal. Bon, on te donne plein de qualificatifs, hein, c'est cool. Donc du coup, tu dirais que tu es engagé politiquement? Dans ma tête, ouais, vachement. Ouais. Dans les actes, beaucoup moins. Pas D'accord. assez, pas assez. Mais dans ta tête, ça se traduit comment? Dans ma tête, ça se traduit par... Enfin, quand même, je suis très contente de ça. C'est que malgré mon âge avancé, je ne suis pas dans la vieillesse, mais je ne suis plus dans la jeunesse. Ouais. Je ne suis pas frappée d'indifférence. D'accord. Déjà ça. Tu as encore une sensibilité à l'injustice. Voilà. Donc moi, je vois que la pauvreté augmente de plus en plus.
Je vois qu'il y a des conflits dans le monde auxquels je suis sensible qui ne sont pas réglés. Voilà, après, je fais pas grand chose, hein. Je fais comme tout le monde. D'accord. Est-ce que tu as eu un moment dans ta vie où tu es vraiment allé, engagement politique, etc., manif? Ouais. Ah non, les manifs, j'y vais. Enfin, les Ouais. manifs Oui, oui, oui. Ah, tu vas aux manifs? Ah oui, oui, oui. Enfin, bah, je vais pas à toutes les manifs, je les choisis. Mais c'est une forme d'engagement Ah oui, politique. oui, oui, non, mais bien sûr, C'est bien une sûr. forme d'engagement La politique. dernière où je suis Tout le allée, monde qui bon, va aux la manifs. manif du 1er mai, j'y vais tous les ans déjà, Ouais. bon, pour commencer. Je suis pas d'accord toujours avec ce qui s'y passe, et cette année, c'était d'une tristesse incroyable Ah. de voir les Gilets jaunes et la CGT se disputer, alors qu'on était très nombreux, mais pas ensemble. Bon, voilà. D'accord. Et après, j'avais été à la manif du 5 février, là, donc il m'a coûté une journée de grève, mais je suis d'accord, parce que moi je débraille pas, si je fais grève toute la journée. Et donc je suis allée manifester parce que c'était, parce que moi je pouvais mieux me repérer D'accord. que les manifestations du samedi des Gilets jaunes. C'était appel des syndicats, des choses que je repère. Voilà. Ouais. Mais oui, oui, mais moi je Mais c'est pensais à des engagements plus. Non, 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 je te parle pas d'être dans un parti politique Voilà. ou d'être dans un mouvement politique ou quoi que ce soit. Non, non, pour moi la manifestation c'est déjà, enfin je veux dire c'est même la version la plus classique de l'engagement politique, la manifestation. Enfin, en tout cas à mes yeux. Ouais, parce qu'après, tu as des gens qui te disent que les Français manifestent tout le temps, Oui, que oui. les manifs ça sert à rien. Oui, 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 bien sûr, mais tu disais qu'il y avait beaucoup de pensées et pas assez d'actes. Bah, la manif, pour le coup, c'est un acte. Ouais. Un acte, certes, qui n'a pas de retombées, certains diraient constructives, mais un acte quand même. Oui, oui, il y a des C'est pour ça que je trouve que tu te sous-estimes quand même. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu envie, donc j'ai essayé, je sais même plus quand c'était, il y a 10 ans, comme ça. Tu as eu de la sympathie pour certains partis? Je suis allée voir un peu dans plusieurs Partis, ouais. partis, enfin, et puis j'ai pas trouvé mon compte. D'accord. Ça D'accord. D'accord, t'as des partis en tête quand tu dis partis? Non, mais j'avais été voir un peu chez les anarchistes à Bordeaux. Wow. Bon, c'était une catastrophe, en ce qui me concerne. Hein. Ouais. Voilà. T'avais une espèce de sympathie au départ pour les anards? Non, mais j'avais envie de voir un peu ce qu'ils avaient à raconter. D'accord. On les entend pas beaucoup quand même, Ouais. c'est pas très médiatisé. Ouais. Après, j'avais été carrément attaque. J'avais été à des réunions d'attaque. Là, je comprenais rien. Parce que j'avais pas les connaissances nécessaires en économie. L'attaque, c'est quoi déjà? Mais attaque, je me rappelle même plus ce que ça veut dire, mais c'était tu sais, pour la répartition des richesses. Ouais. Enfin, toi, des. Un côté un peu communiste. Bon, je sais pas s'ils seraient très contents si on disait ça, l'attaque. Hein. Comment on dit flûte. Quand tu es contre la mondialisation. Altermondialiste. Voilà, enfin, plutôt ça, je crois. Mais avec beaucoup Altermondialiste. d'économistes. D'accord. Et donc, pour moi, c'était un peu difficile. D'accord, donc t'as pas trouvé ton compte. Et Voilà. est-ce que t'arrives, toi, personnellement, à te situer politiquement? À gauche. Comme le volant à Londres. Ouais. Non, pas du tout anglaise. Ouais, pas du tout anglo-saxonne. Non, parce qu'ils sont trop libéraux. D'accord. Bah du coup, toi tu disais justement, tu utilisais ce lieu commun du fait que les Français manifestent trop. Enfin, moi, c'est pas ce que je pense. Ouais. Hein. Non, tu le citais, c'est bien ce que je dis. Toi, tu perçois comment, toi, cette grosse dépolitisation de la France qui s'est opérée ces 40 dernières années? Ce désintérêt des gens pour la classe politique, pour tout ce qui est affaires politiques, enfin politicienne devrait-on dire plutôt, parce que moi je fais la distinction entre les deux. Toi tu perçois comment tout ça, ce désintérêt global, tout se pourrit, c'est de plus en plus n'importe quoi, ça m'intéresse pas, on entend de plus en plus dans les micro-trottoirs. Moi, je trouve ça dommage. Ouais. Je trouve ça grave et dommage. Après, franchement, je sais pas si je commence pas à être un peu gagnée, malheureusement, alors que j'ai résisté pendant longtemps. Je trouve ça grave, mais rien que
le droit de vote, Mm. pour moi, c'est quand même D'accord. une chose, je sais pas, Fondamental. fondamentale. Ouais. Quand j'entends des gens qui votent pas, Mhm. je trouve ça très grave. Mhm. Et en même temps, Tu les comprends? bah ouais, je commence à malheureusement me dire, bah oui, mais pour voter pour qui? Mais après, Pourquoi? pour qui, pourquoi, Ouais. comment, enfin, bon. Ouais, c'est ça. Après, je trouve ça très grave de ne pas utiliser le droit de vote, quoi. Son D'accord. droit de vote, quoi. D'accord. Non, parce que c'est rigolo et ça va être le petit instant débat, émission politique, Léa Salamé et toutes ces conneries. Oui, Nicolas Demorand, je vous C'est ça. Non, mais parce que, en fait, il y a quelques instants, j'expliquais que je faisais la distinction entre politicien, politique, politicard, etc. et toutes ces conneries. Parce que moi, j'explique ce désintérêt de la politique, non pas parce que les gens ont arrêté de voter, ça c'est l'analyse dominante. Les gens ont arrêté de voter, c'est ça le désintérêt. Non, 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 pour moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour moi, je conçois pas, en fait. Moi, je pense que le problème se situe dans le système électoral, dans le système politique dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire que quand on a toujours les mêmes têtes, enfin les mêmes gens hein, qui se connaissent, qui vont dîner ensemble, alors on le sait, hein, le dîner du siècle, etc. Je sais pas si tu connais, hein, le dîner du siècle, Bilderberg et toutes ces histoires. Des gens qui se connaissent, qui sont censés être de courants opposés, mais qui sont potes entre eux, voilà. Où en fait, c'est du théâtre, quoi, en fait. C'est du théâtre. Il y a les gentils, les méchants, et puis on fait semblant, et puis voilà, et puis dans les coulisses, on se marre ensemble. Quand on voit, en fait, quand on commence à comprendre un peu tous ces rouages, tous ces engrenages, etc., moi, ce que j'ai fini par en comprendre, c'est que la politique, elle se situait pas là. Et que tu parlais de manifestations, moi j'ai beau être un peu sceptique vis-à-vis des manifestations, mais je trouve encore aujourd'hui que la manifestation est un acte éminemment politique. Et que d'autant plus sous Macron. Voilà, pour parler un peu d'actu, mais moi il faut savoir, voilà, je l'ai déjà dit ici et là, mais moi il faut savoir que je suis abstentionniste militant. Militant, c'est très important parce que je ne suis pas dans le discours du tous pourri, je ne suis pas dans le discours du oh là là, brûlez-les tous, tous à la guillotine. Non, pas du tout. Moi, je pense que le problème, c'est qu'on les a laissés faire à notre place. On les a laissés s'occuper de nos affaires à notre place. Et que c'est pour ça que je commence de plus en plus à comprendre les gens qui manifestent. Parce que Parce que, parce que malheureusement, il y a des moments où tu te dis c'est tout ce qu'il leur reste, quoi, les gens qui manifestent, pour exprimer leur désaccord. C'est tout ce qu'il leur reste. C'est tout ce qu'il Non, leur non, mais reste. ce qui resterait, mais Ouais. tout le monde a lâché, c'est Oui. les syndicats. Oui. Les gens sont plus syndiqués. Ouais. Les syndicats. Bah, en même temps, les syndicats ont aussi vendu leur âme au diable. Non, mais d'accord, mais dans ces cas-là, Ah oui. tu veux. C'est pour ça, faut recréer. Moi, je pense qu'il faut. Tu peux dire, Ouais. tu dis, ouais, on les a laissés faire ou je sais pas quoi, Oui. en même temps tu votes pas. Oui. Moi je te Oui. dis, j'ai toujours voté et en même temps là je me dis à quoi bon. Je suis pas non plus dans tout. Non, je dis, on les a laissés prendre le pouvoir. Oui, Cette classe, cette caste. oui, oui. Bon, alors on va relire chacun de notre côté Ouais. Rousseau. Oui. Hein, on va relire Le contrat social. Ouais. Oui. Ouais, Et on mais va voir. c'est pas le contrat social qui a fondé la 5ème République, malheureusement. Non, enfin il est quand même à l'origine. Oui, il y a des bribes, mais faut pas oublier que dans la Constitution de la 5ème République, il y a un article qui peut permettre au président de choper les pleins pouvoirs. Ça, faut pas l'oublier. Mais personne n'oublie, je crois. Hein. Surtout en ce moment. Je sais pas. C'est pour ça, moi je suis dans une quête de repolitisation en fait, des masses. Mais À tout mon seul, échelle. tout seul. Ah non, à mon échelle. Je dis je le dis très modestement. Mais comment alors? Ben justement, c'est là où j'allais venir un peu à la question que je pose toujours aux gens vers la fin de l'entretien, c'est pourquoi j'ai décidé de monter ce projet Les Voix du Silence. Pour moi, Les Voix du Silence, c'est un peu ma participation individuelle à cette tentative de repolitisation des masses, à cet appel de pied aux gens pour leur dire faites des trucs quoi, enfin je veux dire, syndiquez-vous, rejoignez des assos. Faites ce que Moi vous j'y voulez crois quoi. à ça. Non, parce que j'ai écrit un texte justement où j'expliquais pourquoi j'étais abstentionniste et à la fin j'appelle aux gens
à se ressaisir de tout ce qui est possible en France, quoi. Asso, syndicat, manif, je sais pas, Non, mais il y en a, colloque. enfin, c'est super, hein, moi je trouve ton projet. Après, t'es pas seul, c'est ça qui est génial. Oui, C'est qu'il y a quand même. Alors, c'est pas tout à fait pareil, bien évidemment, que ce que tu fais, mais ça m'y fait penser. J'avais vu le film de Mélanie Laurent, là. mais demain, Voilà. Enfin, si tu veux, c'est très différent de ton projet, et Ouais. en même temps, il y a du pareil. Mm. C'est que, bon, moi je crois que l'avenir, en effet, ça serait qu'on puisse être ensemble, qu'il y ait un collectif, enfin, et que qu'il y ait une entraide, enfin, je sais pas comment expliquer, tout en Ouais. gardant l'individu, quoi. Ouais. C'est pas les communautés Ouais. des années 70. Enfin, Ouais. je suis pas du tout dans ce rêve-là ou dans cette idéologie. Dans le rêve des zadistes. Non, pas du tout ça. Enfin, moi, c'est pas du tout ça. D'accord. Mais par contre, si il y en a un qui sait faire un truc, enfin les échanges. Ouais. Enfin, moi, je crois vraiment à ça. Mm. Que moi, je peux prêter mes capacités, enfin mon travail, je sais pas comment on écoute, j'allais te dire. Ouais. Bienveillance. Ma bienveillance, enfin bon, voilà, et en échange de service. Enfin, je pense que tout est échangeable. D'accord. Enfin, j'y crois vraiment à ça. D'accord, ouais, ça c'est rigolo parce que ça me rappelle un peu le documentaire de Tancred Ramonet, Ni Dieu ni Maître, sur l'anarchie, qui était passé sur Arte. Et il évoque un moment la guerre d'Espagne en 1936, où ils ont fondé une communauté en Catalogne où ils ont aboli l'argent et ils fonctionnaient par le troc. Et c'est rigolo parce que justement ça me faisait penser. Donc oui, c'est encore possible. Après, le souci c'est que en France, on a une armada aussi bien système légal, policier, etc., bon, qui empêche toute alternative. Mais il y a des gens qui résistent. Hein. Ouais. On parle de résistance là. Ouais, ouais. Résister, ça devrait se conjuguer au présent. Mhm. Voilà. Ouais. Parce que tu as le Colibri, c'est un collectif. Bon, ils sont pas super nombreux. Mais, c'est en référence à Pierre Rabhi, c'est ça? Oh là là. mais non, mais bon, je veux dire, il y a des gens qui. Il y a des gens qui sont pas contents, il y a des gens qui râlent, et puis il y a des gens qui essaient d'avancer malgré tout ça et d'être un peu créateurs. Non, mais après, moi je suis. Le problème que j'ai avec Pierre Rabhi, bon, pour les gens qui le savent pas, hein, j'encourage d'ailleurs. D'ailleurs, faut taper Pierre Rabhi dans le monde diplomatique, il y a des articles super intéressants autour de lui qui expliquent que le mec a quand même été conseiller chez Carrefour, quoi. On a le droit de se tromper, non? Non, mais il est pas du tout dans la remise en cause du système. Il est pas du tout dans la remise en cause du système. Il est dans un délire du greenwashing comme on le connaît bien chez nous, c'est-à-dire va falloir se doucher moins, faut éteindre la lumière quand on sort, faut fermer le robinet, faut pisser dans la douche. Des trucs comme ça, quoi. Il est pas du tout dans le fait de s'en prendre directement aux multinationales, aux grandes fortunes qui sont les premiers responsables. Moi je suis dans une réflexion radicale, je suis pas encore dans l'action, mais dans une réflexion radicale. Moi je me suis rapproché récemment de l'Université populaire de Bordeaux parce que leur délire à eux c'est l'éducation populaire. Moi c'est un truc qui me parle énormément. Conférences gesticulées, tout ça, ça me parle énormément. Du coup voilà, moi le délire de faire ma part, j'ai des problèmes avec les groupes, les collectifs, etc. Pour autant, je suis pas naïf. Seul, on n'est rien. Seul, on n'est rien. Enfin, je veux dire, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Seul, on n'est rien. Et moi, j'essaye de me rapprocher de gens qui n'ont pas forcément mes idées, mais ont des idées voisines. Voilà, des idées qui se rejoignent sur certains points, etc. Et j'ai envie, enfin voilà, je suis sur la voie de l'engagement politique, moi. C'est pour ça que je pose cette question. Je suis en train de prendre le train. Prendre le train de l'engagement politique. Et parce que les voix du silence, pour un peu faire boucler la boucle, c'est venu d'une lassitude de ma part en fait. Une lassitude de... Moi, il faut savoir que j'écris beaucoup de textes autour de la politique, des sujets de société. J'adore écrire, voilà, je sais bien le faire, etc. Il n'y a pas de souci, ça me permet d'évacuer tout ça. Mais pour autant, sur le concret, je trouve ça... Moi, personnellement, après, c'est ce que je parle de moi là-dedans, mais je trouve ça futile. D'écrire? Je trouve d'écrire sur la politique, des sujets de société, etc. Je trouve ça futile.
je me sens futile de réfléchir, d'écrire des réflexions autour de ça si derrière je fais pas de l'action, quoi. Si derrière j'agis pas, si derrière je suis pas dans une quête d'engagement, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, moi ça a commencé, je le dis toujours, ça a commencé avec cette chauffeuse de bus qui était indignée par rapport à la grève des transports, Ouais. les conditions dégradées des chauffeurs de bus. Puis ça m'a fait dire que, bien loin de l'idée, pas seulement de l'idée de porter la parole de gens qu'on n'entend pas souvent, il y avait aussi l'idée de tout simplement montrer que les gens ne sont pas aussi apathiques, résignés et cons qu'on le dit, quoi. Moi, enfin, c'est pour ça, c'est une énergie, c'est quelque chose, ce sont des énergies que j'essaye d'assembler, en fait, pour le dire un peu poétiquement. Oui, c'est une forme d'assemblage. Et c'est un peu pour ça, voilà, que j'ai monté ce projet. Et vraiment parce que je pense qu'il est très important de conjuguer les paroles avec les actes. Moi, c'est mon avis. Après, Moi, ce que j'entends là, c'est que tu es quand même plus au service de la vie et de la construction que de la destructivité. oui, Bon, ça. oui. C'est pour ça que je suis sympathisant avec les anards, mais je suis pas tout à fait anard. C'est-à-dire que moi, je pense pas que c'est pas demain la veille qu'on va foutre les plus grandes fortunes de France dehors, quoi. C'est pas demain la veille. J'en ai conscience. Je dis juste que il faut voir ce qu'on peut faire nous, ce qu'on peut faire nous à notre échelle, ce qui nous est possible de faire. C'est-à-dire que tout en étant dans une réflexion radicale, je pense qu'il est d'abord important de se dire on est capable, on peut le faire. Comme dirait l'autre président primé Nobel de la paix dès son élection, oui nous pouvons. En français dans le texte. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Voilà. Mais écoute, Donc c'est pour ça. C'est pour ça. C'est bien, hein. C'est un beau voyage que tu fais là. Ben, ce n'est que le début, ça n'est que le début. Voilà, c'est un peu pour ça. Et c'est pour ça que je trouve ça cool de rencontrer des gens comme toi, mais comme Nkoy, hein, ou comme. Et puis les autres aussi que j'ai rencontrés auparavant à travers les voix du silence, qui sont des gens qui peuvent avoir parfois des idées un peu réac ou passéistes, etc., comme on en a tous, mais qui quand même, pour l'instant, me confortent dans l'idée qu'il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses à faire et que sans pour autant inviter les gens à s'investir dans une asso que je créerai de toutes pièces ou quoi que ce soit, parce que je ne sais pas dans mes projets. Moi j'ai envie de m'engager dans des assos qui existent déjà. Ça me donne espoir dans le sens où ça me fait dire que cette question d'ailleurs que je pose souvent aux gens, mais ça me fait dire que ce cliché selon lequel tout le monde on serait une masse de cons, de moutons, etc. Enfin voilà, qu'on en est, enfin, on peut en être là des fois parce que c'est vrai effectivement quand on voit certains programmes à la téloche, la télé-réalité, Hanouna, tout ça. Euh, bon. Bon, Hein. toi, tu crois en l'humanité, tu Bah, crois en l'humain. J'essaye, je fais ce que je peux. Et quand toi tu parlais de Vital, c'est pareil pour moi. Moi c'est Vital. C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent, faut pas croire que je suis en train d'expliquer que je suis une espèce de super-héros et que ou alors que j'ai de belles convictions, etc. Moi, mes convictions, elles se sont forgées à travers le trauma, comme certains diraient. Le trauma, c'est-à-dire des crises existentielles, des moments où on a l'impression que plus rien n'a de sens et puis il faut se reconstruire après. Donc moi c'est une question de vie ou de mort en fait, je le dis, hein, c'est moi l'engagement. Moi si j'en suis venu à l'engagement politique aujourd'hui, là actuellement, c'est vraiment parce que ouais, je suis pas toujours fan des existentialistes de Sartre et de cette joyeuse bande, mais je suis d'accord avec eux sur l'idée qu'on est responsable du sens que l'on donne au monde. Bon, on va en rester là, t'as Voilà. tout dit, parce que moi je me disais, en fait, t'as trouvé un moyen de donner du sens à ta vie, Ouais, enfin à ta vie avec un grand V, ouais, et de relier ce sentiment d'existence, de Ouais. continuité C'est ça. d'existence. C'est En ça, étant dans autre chose que des valeurs, famille, patrie, c'est ça, travail. c'est ça. C'est compliqué hein, parce que après, parce que tu es une cis et tu dois en savoir quelque chose, les difficultés, les relations familiales, etc. Mais quand on grandit comme moi dans une famille totalement dépolitisée, où ils me disent ah quand même faut voter, mais ils savent pas trop pourquoi, ils savent pas trop pourquoi, enfin voilà. C'est compliqué parce que du coup, moi j'ai toujours été l'alien, mais du coup ma mère me dit écoute, si t'es aussi enragé que ça, ben, engage-toi politiquement et puis
j'ai fini par me dire que ouais, bah, ok, bah, je vais le faire. Je vais le faire. Et puis voilà, parce que après, je sais que ça parlera jamais forcément à mes parents, que mes parents me verront toujours d'un regard décalé. Mais de toute façon, c'est ça aussi, hein, le fait d'accepter qu'on est un peu différent et aussi que, contrairement à des gens, comme ça peut être le cas à l'Université populaire de Bordeaux que j'ai rencontré, qui ont des parents politisés de gauche, etc., qui sont engagés, qui vont aux manifs, etc. Moi, ma culture politique, je me la suis faite seule, en fait. C'est ça qui est particulier. Et du coup, Oui. c'est ça qui est particulier, c'est ça qui est un peu original chez moi, c'est le fait que je me suis, là pour le coup, je suis un self-made man en politique, quoi. Même si je déteste cette expression, mais je me suis fait tout seul, quoi. Enfin, j'ai dû, à travers, oui, comme je le disais tout à l'heure, à travers le trauma, à travers les longues crises existentielles qui sont survenues, qui se sont succédées, je me suis dit, mais enfin, et puis tout récemment, hein, je me suis dit, ben écoute, il y en a marre, quoi, il y en a marre de grogner, il y en a marre de dire que des choses vont pas. Non, maintenant on va essayer de. Alors je suis conscient, hein, la finitude humaine, on peut pas vivre 2000 ans. Alors la finitude de notre rencontre, s'il Ouais. te plaît. Oui, aussi. Non, mais je vais conclure juste en disant voilà que je suis conscient que c'est ce que je disais, c'est ce que je disais aux gens quand j'ai écrit mon texte en expliquant pourquoi j'étais abstentionniste. Le grand soir, c'est pas pour demain, mais c'est pas pour autant que il vaut pas la peine de se battre. Donc battons-nous. Battons-nous les gens. Voilà. Donc le soin, c'est une affaire politique. Ouais. Hein? Ouais. Merci beaucoup, monsieur Ténéline. Merci à toi. Bon, ben du coup, je m'adresse à nos éditeurs. J'espère que cette émission vous aura plu. Et je vous retrouve pour une prochaine édition des Voix du Silence. À la prochaine!